Hello tout le monde, on se retrouve pour cette nouvelle vidéo de Polyphonia. Donc on va faire un petit récap dans cette vidéo des deux dernières qu'on a faites. Donc tout d'abord, bonne année, vous souhaite une bonne année. Le meilleur dans vos vies, le meilleur pour votre musique, tout ce qu'il faut, la santé, le travail, l'argent, la famille, les amours, le meilleur. Du coup, comme je viens de le dire, aujourd'hui petit récap des deux vidéos précédentes. On va essayer une sorte de nouveau format qui va sûrement être regardé par la suite. Pour faire un truc un peu plus dynamique, un peu plus interactif. Et donc, pour cette raison, on se retrouve dans mon dos, donc de l'anglais Digital Audio Workstation. En français, on a l'acronyme STAN, Station de Travail Audio Numérique, mais soyons honnêtes, personne n'utilise le terme STAN, tout le monde dit DO, un DO, tout simplement. Donc c'est là-dedans que vous allez composer vos musiques, hein, principalement si vous voulez produire de la musique, mais ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. Alors, pour commencer le récap, on va commencer bien évidemment par la première vidéo, donc qui abordait le sujet de la lecture de partition. Donc on va commencer ici, on a toutes les notes entre le Do3 et le Do4. Donc si je vous fais jouer ça... Hop, donc ça c'était avec un orchestre plus ou moins complet de chambre, et au piano, ça peut nous donner ça. Voilà. Et donc, pour lire ces notes sur une partition, parce que si je vous ouvre la partition, hop, ça a cette tronche-là, ce que je viens de vous jouer. Et bien, pour lire sur une partition, on commence bien évidemment avec les clés, hop, qui sont les suivantes. Du coup, on a la clé de sol, c'est la plus connue, c'est la basique, c'est celle à laquelle vous pensez immédiatement quand vous pensez à une partition, qui indique donc le sol 3, ici. On a ensuite la clé de Fa, qu'on appelle aussi la basse, la clé pour la basse, qui indique le Fa 2, donc qui est en dessous, bien en dessous du sol 3. Qui fait ce son là. On a ensuite la clé d'alto, qui indique l'emplacement du C3. Et la clé de ténor, qui indique la même note, le C3, mais un peu plus haut. Alors, pourquoi du coup est-ce qu'on indique la même note, mais à un endroit différent? Tout simplement parce que c'est plus pratique pour certains instruments ou pour certaines voix d'utiliser cette autre clé. Donc d'utiliser la clé de ténor plutôt que la clé d'alto, tout simplement. Et il y a même d'autres clés qui indiquent aussi la position du C3, mais à d'autres endroits, comme la clé de mezzo-soprano par exemple. Ensuite, on peut passer aux durées des notes, hein. On va reprendre un peu dans l'ordre ce qu'on avait fait dans la vidéo précédente. Donc, les durées de notes, elles sont indiquées par la forme de la note. Donc de la plus longue à la plus courte, on a la ronde, qui est un rond, qui dure une mesure complète. On a la blanche, qui est une ronde mais avec une queue, qui dure une demi-mesure. C'est pour ça que sur une mesure, on en a deux. Hein. Donc là, sur l'écran, vous voyez une mesure complète. Hein. De là, ici, de la ligne là à la ligne là, c'est une mesure complète. Donc c'est pour ça que là, vous aviez une ronde, et là, du coup, vous avez deux blanches. Ensuite, vous avez la noire, qui est donc pareil que la blanche, mais avec la tête remplie, d'où son nom, la noire, qui dure du coup, encore une fois, la moitié d'une durée d'une blanche. Et donc là où il vous fallait 2 blanches pour remplir une mesure, maintenant il vous faut 4 noires pour remplir une mesure. Ensuite vous avez la croche, donc avec le petit drapeau derrière là. Donc là les notes sont collées, donc elles sont liées, mais ça c'est du détail. Et donc encore une fois on divise la durée par 2, donc du coup là où il fallait 4 noirs avant, maintenant il vous faut 8 croches pour faire une mesure complète. Et ensuite on rajoute des croches au fur et à mesure pour diviser à chaque fois par 2 la durée. Donc là, typiquement, je me suis arrêté à la double croche, et donc là vous pouviez mettre 8 croches avant dans une mesure, maintenant vous pouvez mettre 16 doubles croches. Voilà, c'est des maths basiques, hein, très simple, rien de bien compliqué. Ensuite on a, toujours pour les durées, l'exemple des triplés, qu'on avait abordé aussi. Les triplés en gros, c'est mettre 3 notes d'une durée, là où normalement on n'en mettrait que 2. Donc là vous voyez que dans le même espace où on mettait 2 blanches, on peut désormais en mettre 3, avec ce petit symbole qui est au-dessus. Ici pareil, là où on pouvait mettre 2 noirs, maintenant on en met 3, et du coup dans une mesure on double. Et ainsi de suite, ça marche pareil pour les croches, les doubles croches, etc. etc. Ensuite on a le point qui, on le rappelle, rajoute
la moitié de la durée. Donc si vous aviez une blanche donc, qui dure une demi-mesure avec un point, donc on dit une blanche pointée, vous avez la même durée évidemment qu'une blanche, plus la moitié d'une blanche, on le rappelle, qui est donc la noire. Donc vous voyez que une blanche pointée dure une blanche et une noire. Et donc, de même, une noire pointée, c'est la durée d'une noire, plus la durée d'une croche. Une croche pointée, c'est la durée d'une croche et d'une double croche. Et on le rappelle, du coup, les points peuvent se cumuler et du coup, chaque point ne rajoute que la moitié de la durée qu'on a rajoutée. Ensuite, on a les altérations. Donc les altérations, c'est le dièse, le bémol et le bécard, hein, on le rappelle. Donc par exemple, nous avons un do. Ensuite, on lui met un dièse pour faire un do dièse. Et ensuite, on peut lui mettre un bécard hein, pour lui dire maintenant tu es de nouveau un do. Et idem ici, on a un ré bémol qui est donc pareil qu'un D dièse, un C dièse pardon, donc un do dièse. Et on lui met un bécard pour redevenir un ré. Donc autre chose qu'on voit ici, c'est que l'altération dure jusqu'à la fin de la mesure. La mesure ne fait plus tout l'écran ici. Vous voyez qu'on a une mesure délimitée ici par les barres là, et l'autre mesure qui est délimitée ici et ici. Et donc on voit là que l'altération, elle dure pas que pour la note, elle dure jusqu'à ce qu'on lui dise d'arrêter, ou jusqu'à la fin de la mesure. Donc ici nous avons un do dièse, encore un do dièse, donc do dièse, et ici on lui a mis le bécard pour lui dire non, maintenant tu es de nouveau un do classique. Ce qui nous donne. Et inversement ici, on a le ré avec le ré bémol, donc do dièse en harmonie, ré bémol, et on retourne sur le ré. Ensuite, l'armure. Qu'est-ce que c'est l'armure? L'armure, c'est les bémols et les dièses qu'on retrouve ici, entre la clé et la signature rythmique. Et ça, cette armure, du coup, elle est appliquée sur toute la partition jusqu'à ce qu'on la change. Une armure peut se changer, du coup, pendant un morceau, mais tant qu'on ne la change pas, l'armure ne bouge pas. Et donc, qu'est-ce que l'armure fait? Typiquement, là, vous avez la gamme de do mineur, que je vais vous jouer de suite. Voilà. Et on voit du coup qu'on a un bémol ici, un dièse ici, et un bémol ici. Donc on a 3 altérations. D'ailleurs, vous remarquerez du coup que cette notation est fausse, hein, parce qu'on n'est pas censé avoir un dièse ici, on est censé avoir un bémol, donc on est censé avoir la note là. Voilà, là c'est correct. Donc vous avez 3 bémols. Et donc, l'armure qui correspond à la gamme de do mineur, c'est cette armure-là. Et donc vous voyez qu'avec cette armure-là, nous n'avons plus du tout de bémol, alors que pourtant, on joue la même chose. Et donc souvent, ce qu'on a, c'est qu'on a une gamme qui va correspondre à une armure pour rendre la lecture de la partition bien plus simple, bien plus légère, et donc bien plus accommodante. Même à l'écriture d'ailleurs, pour vous en tant que compositeur, si vous écrivez vos partitions, ça vous évite d'avoir à écrire des altérations en permanence. L'armure s'en occupe. Et donc je le rappelle, l'armure peut être changée au fur et à mesure du morceau, qui est par exemple très utile si vous modulez, si vous faites de la modulation. Et ça aussi c'est quelque chose qu'on abordera bien plus tard. Ensuite, vous avez la signature rythmique. La signature rythmique, qu'est-ce que c'est? C'est ce nombre, comme je l'ai dit, qui est au début de la partition et qui peut changer à chaque mesure. Donc là vous voyez par exemple un morceau qui est en 5-4. Donc là vous voyez par exemple une mesure en 5-4, une mesure en 4-4, en 3-4, en 2-4 et en 4-8. Alors, qu'est-ce qu'indique la signature rythmique? Le chiffre du haut de la signature rythmique indique le nombre de battements, ou de bits en anglais, par mesure, et le nombre du dessous indique la durée de chaque battement. Donc par exemple là nous sommes en 5-4, donc on dit que la mesure fait 5 battements, et que chaque battement dure le quart de la ronde. Et le quart de la ronde c'est quoi? C'est une noire. Donc du coup on a 5 battements qui durent chacun une noire. Là on est 4-4, signature rythmique la plus commune, je le rappelle, surtout dans la musique occidentale et moderne. 4-4, donc toujours la durée d'un battement une noire, et ce coup-ci que 4 battements par mesure, donc on a 4 noirs. Ici 3-4, donc même principe, la durée d'un battement une noire, 3 battements, donc 3 noirs pour faire une mesure, 2-4 pareil, des noirs, 2 noirs pour faire une mesure. Et 4-8, là c'est différent, donc on a toujours 4 battements par mesure, sauf qu'on a changé la durée des battements. Le battement ne dure plus une noire, il dure une croche. On a donc
4 croches pour faire la mesure. Voilà, et vous avez évidemment bien d'autres combinaisons, bien d'autres possibilités pour les signatures rythmiques, mais on le rappelle, c'est un récap. Ensuite, on passe au récap de la vidéo 2, donc qui a abordé les notes et les intervalles. Et donc je vais commencer par vous rappeler une chose évidente, c'est que là vous voyez, les notes que j'ai rentrées, il n'y a pas écrit Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. Il y a écrit C, C dièse, D, D dièse, E, F, F dièse, G, G dièse, A dièse, B et encore le C. Alors vous allez me dire, quelle est cette sorcellerie? Je le rappelle, dans le monde anglophone et donc dans notre monde moderne, la notation de Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do est assez peu utilisée, souvent uniquement en Europe, et même en Europe, elle diminue de plus en plus, elle disparaît, ce qui n'est pas un drame en soi, hein, je vous rassure. Et on remplace du coup ces symboles au final, ces noms de notes, par les lettres de l'alphabet qu'on met classiquement en majuscule. Et donc, si on prend la notation que vous connaissez du coup, Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do, si je la traduis en notation anglaise, on a donc C, D, E, F, G, A, B, et on retourne sur le C, donc le Do. Donc le C c'est le Do, et souvent l'autre repère que je donne, c'est le A, c'est le La. Donc si on part du La, ça nous donne A, B, C, D, E, F, G, et on retourne sur le A, tout simplement. Et l'autre indication que vous avez pu voir du coup sur les notes, c'est ce petit chiffre là à côté, donc là j'ai mis en valeur 2, 3, 4, 5, qui indique du coup à quelle octave on joue la note. Donc, par exemple là on joue un C2, donc un Do 2, ici un C3, donc un Do 3, ici un C4, donc un Do 4, et ici un C5, donc un Do 5. Par contre il faut bien comprendre que la notation de ces numéros, elle dépend d'une norme. C'est-à-dire que si on considère que celui-là c'est le Do 2 et pas le Do 3 ou le Do 1 ou le Do 0, parce que c'est une norme qui le décide. C'est la norme MIDI en l'occurrence. C'est un système qui permet de jouer de la musique avec de l'informatique, grosso modo. Mais il y a d'autres notations. Par exemple, il y a la notation scientifique, qui en fait est la même, mais avec plus 1 en termes de valeur. C'est-à-dire que celui-là, en fait, c'est le C3, celui-là c'est le C4, celui-là c'est le C5, celui-là c'est le C6, et ainsi de suite. En gros, c'est la même chose, juste vous rajoutez plus 1. Il y a un décalage de plus 1. Une autre échelle, beaucoup moins courante, et un peu plus complexe à regarder et à lire de manière fluide si vous connaissez pas, c'est la norme Helmholtz, donc une norme allemande évidemment, que vous voyez ici à l'écran du coup. D'ailleurs vous voyez aussi un comparatif entre ces différentes normes, mais on va surtout se concentrer sur la norme MIDI, parce que c'est celle dont vous aurez le plus besoin, c'est celle que vous aurez devant le pif H24 quand vous composerez dans votre Do, même si en général, la plupart des Do vous permettent de choisir quelle norme vous voulez utiliser. Il faudra juste aller bidouiller vite fait dans les paramètres, mais ça se fait. Et je vous conseille surtout de vous fier à la norme MIDI, parce que c'est celle que la plupart des gens utilisent. Et si vous commencez à utiliser votre norme pour parler avec celle de la majorité des gens, qui sera donc différente, il risque d'y avoir des incompréhensions, donc essayez de vous adapter à la norme MIDI. De toute façon, si vous regardez cette vidéo, c'est sûrement que vous débutez, donc que vous n'avez pas de norme déjà intégrée dans votre cerveau, et donc faites-vous à la norme MIDI, cherchez pas plus compliqué que ça. Ensuite, justement, je rappelle, pour vous donner un peu un ordre d'idée, la portée du piano. Donc de la note la plus basse à la note la plus haute du piano, on va de A-1 jusqu'à C7. Donc de La-1 à Do7. Et pile au milieu du clavier, plus ou moins, on a le Do3, le C3, qui sert souvent de repère quand on veut commencer à apprendre à jouer du piano. Donc si je vous joue ça, vous avez la note la plus basse du piano qui est là. Vous avez donc le Do3, le C3 qui est au milieu, plus ou moins. Et vous avez le C7, le Do7 qui est tout en haut. Ensuite, vous avez le concept d'enharmonie, dont je vais un peu parler juste avant, qui dit que du coup, certaines notes, la plupart, la totalité des notes, voire quasiment, ont en fait des sons communs, on va dire. Plutôt, un son peut être appelé par deux, voire plusieurs noms de notes différents. L'exemple que je vous donne ici, c'est celui-là. C'est l'exemple ici du Mi et du Fa. Et du Si et du Do. Pourquoi? Parce que, donc c'est ce que je viens de vous montrer ici, hein, Si, Do et Mi, Fa. Pourquoi? Parce qu'en fait, si vous regardez le piano, si je vous le mets au complet ici, vous voyez que, donc Si, Do, vous voyez qu'il n'y a pas de touche noire entre les deux. C'est-à-dire qu'entre Si et Do, il y a un demi-ton seulement, il n'y a pas un ton complet, il y a un demi-ton. Ce qui veut dire que si vous faites Si dièse, en fait vous jouez un Do. Et si vous faites Do bémol, en fait vous jouez un Si. Du coup votre Si il s'appelle Si, et il s'appelle aussi Do bémol. Et votre Do,
il s'appelle en fait aussi si dièse. Et pareil pour mi et fa, votre mi dièse c'est aussi un fa, et votre fa bémol c'est un mi. Et en fait ce concept on le retrouve le plus visiblement sur les touches noires. Typiquement, du coup c'est ce que je vous montre ici, vous avez do, do dièse, ré, ré bémol. Sauf que vous le voyez bien, quand je dis ré bémol, j'appuie sur do dièse en fait, parce que ce sont le même son. Et de même, fa, fa dièse, sol, sol bémol. Quand j'appuie sur sol bémol, j'appuie en fait sur le fa dièse, parce que ce sont le même son. C'est deux notes différentes qui indiquent le même son. Et donc si je vous remonte la partition, vous le voyez ici, do, do dièse, ré, ré bémol. Et si je vous joue les deux, donc le do dièse, ré bémol, c'est le même son. C'est ce qu'on appelle l'enharmonie. On dit que les deux notes sont enharmoniquement équivalentes. Et donc, je le rappelle, ça c'est un concept qui est purement utile dans la théorie. Dans la pratique en soi, c'est pas quelque chose dont vous avez besoin, c'est pas forcément quelque chose dont vous avez besoin de savoir. C'est pas problématique si vous ne vous en rappelez pas. Ça vous sera beaucoup utile quand on parlera d'harmonie, c'est pas pour rien qu'on appelle ça l'enharmonie. Donc pour l'instant, gardez-le dans un coin de votre tête, sachez que ça existe, et c'est pas bien grave si vous comprenez pas tout ce que ça implique, etc. À ce niveau-là, c'est normal. Ensuite, on parle des intervalles, évidemment. Donc je le rappelle, deux types d'intervalles, les intervalles simultanés et les intervalles successifs. Les intervalles simultanés sont appelés souvent harmoniques ou verticaux, et les intervalles successifs sont donc appelés mélodiques ou horizontaux. Je le rappelle aussi, mais d'un point de vue purement théorique et scientifique, physique pour être exact, il y a une infinité d'intervalles, mais comme je dis dans la vidéo, c'est pas quelque chose de pratique, hein, c'est pas quelque chose avec lequel vous envisagez faire de la musique, hein, une infinité d'intervalles c'est un peu... comment dire, si vous vous sentez déjà perdu devant un piano, imaginez-vous avec une infinité de touches. Ça complique un peu plus la chose. Bon, c'est pas pour rien du coup qu'on a créé des systèmes, justement pour éviter cette peur de l'infini, et donc le système occidental, et donc qui est devenu mondial, c'est le système tonal, qui consiste en une octave, divisée donc en 12 intervalles, donc en 12 semitons et donc en 13 notes. C'est les 13 notes que je vous ai montré au début. Hop. Ces 13 notes là du coup, hein, que je vous remontre ici. Et que je vous remontre ici. Et donc ces intervalles, il y en a plusieurs types. On a ceux qui sont soit mineurs, soit majeurs, qui sont donc les secondes, les tierces, les sixtes et les septièmes. Donc ici vous avez quelques intervalles de ce type construits sur la gamme de Do majeur. Donc on a une seconde majeure, une tierce majeure, une sixte majeure et une septième majeure. Ici la seconde, ici la tierce, ici la sixte, ici la septième, qui ressemble à ça sur une partition. Ensuite, on a les intervalles qui sont dits parfaits, qui sont l'unisson, qui est équivalent à l'octave, la quarte et la quinte. Donc vous avez ici la quarte, ici la quinte, et ici l'octave. Et l'unisson, c'est plus compliqué à jouer avec un seul instrument parce qu'il faut jouer deux fois la même note. Donc il faudrait jouer deux Do en même temps. Et si je vous montre à quoi ça ressemble sur une partition, on a ça. Et donc globalement, on a les intervalles mineurs qui, comme les accords mineurs, ont une sonorité négative, et les intervalles majeurs qui, comme les accords majeurs, ont une sonorité positive. Les intervalles parfaits, eux, par contre, n'ont pas d'accord vraiment parfait, ça n'existe pas vraiment un accord parfait. Par contre, on a ce qui est très utilisé dans le rock, par exemple, ce qu'on appelle les power chords, qui sont en fait basés sur les quintes, du coup, et les octaves. Mais en plus de tout ça, on a deux petites catégories d'intervalles un peu particulières, qui s'appellent les intervalles diminués et les intervalles augmentés. Le plus commun, le plus connu, celui que vous rencontrerez le plus souvent, c'est celui qu'on appelle le triton, qui est l'intervalle le plus dissonant qui soit, et qui sonne comme ça. Et donc cet intervalle, il peut être représenté soit par un intervalle diminué ou par un intervalle augmenté. Il peut donc s'appeler la quarte augmentée ou la quinte diminuée. Donc si je vous joue par exemple une quarte, eh bien si je vous joue une quarte augmentée, ça va sonner comme ça. Et si je vous joue une quinte, et si je vous joue une quinte diminuée, remarquez bien qu'entre la quarte augmentée et la quinte diminuée,
on a le même son. Pourquoi? Parce qu'on a de nouveau ce principe d'en harmonie qui revient. Il n'y a pas que les notes qui peuvent être nommées de différentes façons, les intervalles le peuvent aussi. C'est d'ailleurs quelque chose que vous voyez très bien sur le tableau que je vous avais affiché dans la vidéo précédente et que je vous raffiche ici. Vous voyez bien que le triton est soit une quinte diminuée, soit une quarte augmentée. Et que les autres intervalles, de la même façon, peuvent être appelés avec une dénomination diminuée ou augmentée, même si, comme je le disais aussi dans la vidéo précédente, c'est un nommage que vous rencontrerez de manière très exceptionnelle. Et du coup, il ne faut pas vous inquiéter de ça. Retenez quarte augmentée, quinte diminuée, c'est un triton. Et après, sachez que seconde, tierce, sixte, septième, c'est soit mineur, soit majeur. Et la quarte, la quinte, l'octave et l'unisson, c'est parfait. Et du coup, tant que vous avez ce tableau sous les yeux, je vous encourage à faire le même exercice que je vous avais proposé dans la vidéo précédente, c'est-à-dire écouter chaque intervalle et réfléchir à qu'est-ce que ça va vous faire sentir en termes d'émotion, en termes de sentiments. Notez-le quelque part, prenez le tableau, faites un screenshot, remplissez-le. Ça vous sera très utile. Un conseil que je peux vous donner, c'est par exemple de ne pas hésiter à changer d'octave si vous trouvez que vous avez du mal à donner une émotion à un son. Par exemple, si je vous joue ça, c'est une tierce majeure. Une tierce majeure, là, comme ça. Do, mi. Bon, comment ça sonne? Et si vous n'arrivez pas trop à savoir, changez d'octave, jouez-le une octave plus bas par exemple. Donc au lieu de faire Do 3, Mi 3, faites Do 2, Mi 2. Qu'est-ce que ça vous inspire? Essayez avec l'octave du dessus, Do 4, Mi 4. Et si vous êtes un peu plus à l'aise avec votre clavier, faites une tierce mineure ailleurs. Par exemple, Sol Si. Et pareil, bougez-le entre les octaves. Ça vous l'avez remarqué, c'était différent. C'est une tierce mineure. Je vous ai fait La Do. Pareil, La Do. Alors, petite chose dont je me rends compte au montage, c'est que je vous dis de jouer vos intervalles pour trouver quelles émotions ils vous évoquent, mais un petit problème que vous pouvez avoir, c'est comment voulez-vous ces intervalles en fait? Donc là, je vous indique pour les intervalles faits à partir de Do, et en fait, si vous voulez appliquer ces intervalles à d'autres notes, bon, ce que vous pouvez faire si vous avez un Do, c'est juste de tout sélectionner et de décaler. Mais sinon, si vous voulez le faire plus librement sur un piano par exemple, ou même sur votre clavier MIDI comme moi, ouais, ce qu'il faut juste savoir, c'est que entre chaque touche adjacente, il y a un demi-ton. Donc entre la touche blanche qui est là et la touche noire qui est là, il y a un demi-ton. Entre la touche blanche qui est là et la touche blanche qui est là, il y a un demi-ton. Entre la touche blanche là et la touche noire, il y a un demi-ton, etc. Et donc si je vous remonte le tableau des intervalles, vous remarquez que par exemple pour une tierce mineure, on a un ton et demi. Donc si je commence par exemple sur Fa dièse, donc un intervalle de tierce mineure à partir de Fa dièse, qu'est-ce que ça nous donne? Déjà on regarde dans le tableau quelle taille fait une tierce mineure, on voit que ça fait un ton et demi, donc 3 demi-tons. Donc à partir de Fa dièse, on fait un demi-ton, un demi-ton et un demi-ton. Donc on voit qu'une tierce mineure à partir de Fa dièse, ça nous fait Fa dièse et La. Par exemple, voilà. J'espère que ça vous aidera à faire vos intervalles. Retour à la vidéo. Du coup, on en a fini pour ce petit récap. J'espère qu'il vous aura été utile, qu'il vous aura aidé éventuellement à éclaircir cette zone d'ombre éventuellement que j'ai pu laisser sur les deux précédentes vidéos. Encore une fois, si vous avez la moindre question, le moindre souci, n'hésitez pas à poser vos questions en commentaire, évidemment. Et je répondrai très rapidement. En général, dès que je vois la notification, je vous réponds. N'hésitez pas à me dire aussi, si vous avez déjà regardé les deux premières vidéos, si vous avez préféré ce petit format un peu plus dynamique, un peu plus interactif, où je vous balade par exemple, dans ce cas-là, dans mon dos pour que vous voyez un peu de manière plus concrète, peut-être plus réelle, plus vivante, ce qui se passe dans la musique. N'hésitez pas à le dire. La prochaine vidéo du coup qui devait sortir à la place de celle-ci, qui devait terminer les bases de la théorie musicale, sortira évidemment du coup après celle-ci. Et ne devrait pas trop tarder. On y abordera les gammes et les accords, mais il est probable que je divise cette vidéo du coup encore en deux, pour faire une vidéo sur les gammes, une vidéo sur les accords. Ça peut aussi vous aider peut-être à mieux comprendre les choses si je sépare plus les sujets, pour faire peut-être des vidéos même un peu plus courtes du coup. Ce sera pas le cas de celle-ci, mais bon, c'est un récap, donc c'est moins grave. N'hésitez pas non plus à me dire dans les commentaires si vous préférez une vidéo qui regroupe des concepts proches ou très liés, ou si vous préférez quand même malgré tout les séparer pour avoir des vidéos dédiées. N'hésitez pas à me le dire. Autre petite précision au montage, le format de récapitulation, donc de récap,
Il est possible qu'il apparaisse de nouveau sur la chaîne pour récapituler le contenu qu'on a vu dans les vidéos précédentes, éventuellement pour lui apporter quelques précisions supplémentaires comme je l'ai fait aujourd'hui avec par exemple les normes pour numéroter les octaves, typiquement, ou vous aider à faire vos intervalles. Mais ça peut aussi servir du coup, autre que de vous apporter des précisions supplémentaires et de récapituler en simplifiant un petit peu ce qu'on a vu par le passé, à répondre éventuellement aux questions les plus fréquentes que vous aurez pu me poser dans les commentaires. Voilà. Sur ce, moi je vous souhaite de nouveau une bonne année, tout le meilleur, et on se revoit bientôt pour la suite. Ciao ciao.